Catherine Loubier, Azeb Ouelegorgis et Raphaël Jacob sont là pour notre panel américain. Bonne fin d'après-midi à vous trois. Bonsoir. Bonsoir, Bonjour. Sébastien. Donc, on va l'appeler l'histoire qui ne veut pas mourir. Ce sont les dossiers Epstein. Donc, Epstein, un prédateur sexuel qui était dans la haute société, qui est mort en prison de suicide avant qu'il ne révèle tous ses secrets. Et donc, on a au Congrès libéré, publié certains courriels d'Epstein dans les dossiers Epstein. Et un des courriels qui retient particulièrement l'attention, c'est celui-ci que Jeffrey Epstein envoie à un ami dans lequel il dit « Trump a dit qu'il m'avait demandé de résilier ma carte de membre de Mar-a-Lago. Je n'ai jamais été membre. Bien sûr qu'il était au courant pour les filles, puisqu'il a demandé à Ghislaine d'arrêter. Bien sûr qu'il était au courant pour les filles. Qu'est-ce que ça nous apprend qu'on ne savait pas, Azeb, au sujet du lien entre Donald Trump et Jeffrey Epstein? Oui, parce que Donald Trump a toujours nié qu'il savait que Jeffrey Epstein était un trafiquant sexuel. Il a dit qu'il avait carrément coupé les ponts avec Jeffrey Epstein quand celui-ci commençait à recruter des jeunes femmes vers sa résidence à Palm Beach. Donc à ce moment-là, il a coupé les ponts avec lui. Puisque ces courriels révèlent, c'est qu'en fait, Donald Trump aurait été au courant de tout, qu'il savait ce qui se passait. Et c'est Jeffrey Epstein, même à un moment donné, il parle avec le journaliste Michael Wolff, qui lui demande conseil. Jeffrey Epstein lui demande conseil en disant qu'est-ce qu'on devrait dire à Donald Trump si on lui pose une question sur ses relations avec moi. Il dit écoute, tu pourrais peut-être utiliser ça si jamais il est élu président des États-Unis, parce que là c'était en 2015. Tu pourrais peut-être utiliser ça comme capital politique, comme relation publique avec Donald Trump. Donc on sent, en tout cas à travers ces emails, que Donald Trump était peut-être plus au courant qu'on ne le pensait. Ouais, et donc ça relance le dossier et on a l'impression que ça agace M. Trump. Catherine, je vous soumets deux Truth, donc des publications sur son réseau social. La première publication à 9h ce matin, 9h30 ce matin. Les démocrates font tout en leur pouvoir pour relancer le canular Epstein, malgré la publication par le ministère de la Justice de 50 000 pages de documents, pour détourner l'attention de toutes leurs mauvaises politiques et de leurs échecs, en particulier l'embarras du shutdown, donc la paralysie de l'État. J'ai un pays à diriger, comme s'il disait qu'il avait d'autres choses, de meilleures choses à faire. Et pourtant, 1 heure plus tard, voici ce qu'il écrit. Je vais demander à la procureure générale Pam Bondi et au ministère de la Justice, en collaboration avec nos grands patriotes du FBI, d'enquêter sur l'implication et les relations de Jeffrey Epstein avec Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, JP Morgan Chase et bien d'autres. On est devant une autre affaire Russie, l'affaire de l'ingérence russe dans la campagne de M. Trump, où l'ingérence alléguée, où toutes les flèches pointent vers les démocrates. Qu'est-ce que ça vous dit, Catherine, sur le niveau d'agacement ou l'effet politique que ça peut avoir sur M. Trump? Oui, ça le rend fou, cette histoire-là. Hein? Ça fait des années que ça dure. Et quand ça revient comme ça d'actualité et qu'on est à la veille de voir des pressions extrêmes, et là, dans ce cas-ci, un vote dans quelques semaines pour relâcher les quelques 20 000 pages qui sont aux documents qui sont toujours pas publics, ça l'achale et il passe à l'attaque. Et c'est pour ça qu'il a demandé au département de la justice, au FBI, d'enquêter sur des démocrates. Il dit aussi, Epstein, c'est un démocrate et c'est un problème des démocrates, cette affaire-là. Hein? Il essaie de le repousser. Mais ça le poursuit parce qu'il y a des républicains qui veulent la sortie des documents aussi. Entre autres, des femmes comme Marjorie Taylor Greene, Nancy Mace, qu'on avait vu pleurer lors des audiences de Mme Giuffre, une des victimes principales, Mme Boebert, qui est une grande figure de MAGA. Donc, c'est véritablement le choix des républicains entre est-ce que je vais être vu comme quelqu'un qui appuie des pédophiles ou si je vais voter pour qu'on puisse en faire en public ces documents. Parce que c'est ça, sur la base MAGA, Make America Great Again, Raphaël, on comprend que ces militants-là veulent absolument que les dossiers soient rendus publics. On a l'impression que M. Trump n'est pas très chaud à l'idée de. Est-ce que ça ne rentre pas en confrontation puis ça déplaît à la base militante du président? Absolument. Et comme Catherine vient de le mentionner, il faut réaliser que si et quand ça arrive à un vote, ça va placer plusieurs, je ne parle pas de 2 ou 3, des dizaines d'élus républicains et républicaines dans une situation extrêmement difficile et précaire. Et tout ça, ça mène à une question fondamentale. S'il n'a vraiment rien à cacher, et je n'allègue rien, je n'ai de preuve de rien par rapport à Donald Trump, mais s'il n'a vraiment rien à cacher, pourquoi
autant de pression mise par lui et son équipe sur ces mêmes élus-là pour qu'ils n'acceptent pas de voter pour diffuser ce qu'on n'a toujours pas comme document, de un. De deux, je comprends, en raison de la joute politique qu'on parle, des démocrates d'un côté, des républicains de l'autre, de Trump, de Clinton, ça va bien au-delà d'une question partisane. Je vais reprendre votre expression, Sébastien, du tout début du segment. La haute société. Pourquoi est-ce qu'il y avait des liens de la sorte entre, par exemple, un type comme Steve Bannon, donc on ne parle pas de Donald Trump, mais de quelqu'un très proche dans son entourage, entre lui et Jeffrey Epstein? Pourquoi est-ce qu'il y avait des liens entre un type comme Larry Summers, qui a quand même été à la fois secrétaire au Trésor sous l'administration Clinton, puis président de Harvard, entre lui et Jeffrey Epstein? Et de façon encore plus globale que ça, toutes les questions par rapport à Epstein, son entourage et les services de renseignement. Et là, on pourrait faire une demi-heure là-dessus. Je vais mentionner peut-être 3 points rapides. Le premier, Robert Maxwell, la fameuse photo là, dont on devrait se rappeler depuis des années du prince Andrew et de Victoria Roberts, qui était mineure, évidemment, qui a fait le tour de la planète, la photo. Elle avait été prise où? Dans la maison de Robert Maxwell. Robert Maxwell était bien sûr le père d'une certaine Ghislaine Maxwell. Pas besoin de vous replacer dans la hiérarchie où est-ce qu'elle était. Bon, exact. Et Robert Maxwell, lorsqu'il est décédé, a reçu, alors qu'il n'était pas à la base israélien, a reçu l'équivalent de funérailles d'État à Israël. Je cite le Washington Post, novembre 91, Maxwell a reçu des funérailles dignes d'un héros national. On a allégué encore et encore et encore depuis qu'il était, jusqu'à un certain point, lié au service de renseignement israélien. Dans toute la question des relâchements de certains dossiers par rapport à Epstein, qu'est-ce qu'on a appris également? Qu'il y aurait eu un espion relativement haut placé israélien qui résidait chez Jeffrey Epstein. Je ne sais pas pour vous, Sébastien, personnellement, je n'ai pas d'espion qui dorme chez nous. À part peut-être ma fille de 11 ans, si un jour j'apprends quelque chose de surprenant à son sujet. Et finalement, on aurait aussi appris que M. Epstein aurait facilité des communications secrètes entre les autorités israéliennes et celles d'autres pays, notamment la Russie. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Je pose la question. Ça devient presque un roman d'espionnage. Absolument. Sur le dilemme, Azeb, des républicains, on va vous faire entendre un extrait de M. Massey. Donc, l'idée que des républicains, des élus républicains vont voter en faveur de la publication des 20 000 pages de documents ou des 20 000 documents qui restent à être libérés. Ce vote-là va avoir lieu au cours des prochains jours. Et donc, de quel côté penchent-ils, ces républicains? On en écoute un. How do you explain to voters why the president is fighting your discharge petition or fighting the release of these documents from the Justice Department? Well, you know, I vote with my party 91% of the time, and which means I have agreed with the president 91% of the time. But when they're protecting pedophiles, when they are blowing our budget, when they are starting wars overseas, I'm sorry, I can't go along with that. Il dit 91 du temps, je vote avec le président. Mais là, sur cette question-là, je ne voterai pas avec le président. Est-ce qu'on y voit un début de fissure dans la solidarité républicaine? On sent vraiment que la base MAGA est en train de s'étioler pour diverses raisons. Il y a l'affaire Epstein, bien sûr. Donald Trump essaie d'en faire une affaire politique en disant que voilà, c'est un problème démocrate, alors que c'est complètement bipartisan. On a entendu Marjorie Taylor Greene, Nancy Mace et là Thomas Massey. Il y a l'affaire Epstein, mais il y a aussi autre chose. Là, Donald Trump, vous savez, il a fait trop de voyages à l'étranger, critique Marjorie Taylor Greene également. Donald Trump, lors d'une entrevue avec Laura Ingraham, a affirmé qu'il va y avoir 600 000 étudiants chinois qui vont étudier dans les universités américaine, que les universités ont besoin de cet argent chinois-là. Ça, c'est pas très bien vu par cette base MAGA. Également, les guerres, le Venezuela, pourquoi les États-Unis s'impliquent au Venezuela, ou l'Argentine, comment se fait que Donald Trump a carrément donné 20 milliards de dollars là, au président argentin. Le Nigeria, aujourd'hui, il commence à parler également du Nigeria. Donc, la base MAGA dit Donald Trump s'est présenté sur America First et beaucoup disent en fait c'est America Last, on a l'impression qu'on est les derniers et surtout là, vous savez, avec la paralysie du gouvernement fédéral ou tout ce qui est assurance santé, assurance maladie, beaucoup de gens qui ont voté pour Donald Trump font aussi partie de cette classe, si vous voulez, moyenne, en tout cas, ou même ouvrière, qui ont besoin de cette assurance maladie-là. Donc, on sent vraiment que cette base commence à s'étioler là. Quelle est l'importance, Catherine, pour M. Trump de cette base-là? On a l'impression que c'est elle, cette base, qui l'a poussé au pouvoir, en tout cas qui a mobilisé beaucoup. Si ça s'effrite un peu, est-ce qu'il y a des conséquences pour M. Trump? Oui, bien sûr, bien sûr. La base d'un parti, c'est extrêmement important. C'est là-dessus qu'on bâtit une coalition d'électeurs. Mais ça affecte aussi ceux qui sont des républicains plus mous, en fait, cette histoire-là. Si on prend, par exemple, les femmes,
toutes ces femmes qui croient en la justice des victimes et qui regardent ça et qui se disent, mais qu'est-ce que ça cache, qui conservent un doute sur cette affaire d'Epstein-là. Et malheureusement pour M. Trump, et mon collègue l'a très bien décrit, écoutez, M. Epstein avait un réseau de contacts et de manipulations absolument extraordinaires. C'était un maquillon à plusieurs égards. C'était un gars qui jouait du pouvoir dans tellement de cercles. Et malheureusement, c'est très difficile de comprendre toutes les ramifications et on dépeint un peu une image négative de Donald Trump. Donc oui, ça lui fait mal. Azeb a raison, l'agenda America First doit revenir de l'avant. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, il annonce qu'il va retirer des tarifs réciproques qui causaient des prix plus élevés sur les bananes, le café. Donc, il essaie vraiment de revenir à l'Amérique en premier pour montrer à ses électeurs MAGA et aux autres, possiblement, un strate d'électeurs qu'il gouverne toujours pour eux. Allez-y, Raphaël. C'est là qu'on voit le risque d'avoir une stratégie de gouvernance qui est axée presque exclusivement sur la base. Évidemment, ça doit commencer avec la base, mais le problème, c'est que lorsque cette dernière commence à s'étioler, pour reprendre l'expression d'Azeb, vous n'avez pas d'autre endroit vers quoi vous tourner, parce que l'électorat démocrate déteste Donald Trump et l'électorat indépendant, en majorité, après presque un an au pouvoir, a une vision négative de sa présidence, de son deuxième mandat. Donc, c'est pas simplement qu'il a besoin d'entretenir sa base, c'est que c'est un besoin absolu présentement. Et je vous rappelle que dans cette affaire Epstein s'est suicidé en prison, n'est-ce pas, avant de révéler, sauf erreur, tous ses secrets. Là. Donc, il y a des bouts qui nous manquent dans l'histoire. Mais Ghislaine Maxwell, Azeb, la conjointe d'Epstein, est toujours vivante, évidemment, et en prison, n'est-ce pas? Oui, voilà. Et d'ailleurs, Ghislaine Maxwell a dit qu'elle ne croit pas du tout à la thèse du suicide. Elle pense qu'il a été assassiné dans sa cellule parce qu'il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas non plus de gardien. Donc, il y a toute une remise en question. On retourne dans le roman d'espionnage de Raphaël. Voilà, exactement. Peut-être qu'il en savait trop, peut-être que beaucoup de gens ne voulaient pas qu'il en parle. En tout cas, elle a dit qu'elle ne croyait pas du tout à cette thèse-là. Ghislaine Maxwell, qui a été quand même déménagée dans une prison à sécurité minimum au Texas. Là, hier, il y avait toute une histoire sur le fait qu'elle recevait plus de papier de toilette que d'autres. Des repas qu'elle commandait. Voilà, qu'elle était beaucoup mieux traitée que d'autres. Et Ghislaine Maxwell, quand même, elle a été interviewée par Todd Blanche. Alors, j'ai lu toute l'entrevue, si vous voulez, le transcript. Et en gros, ce qu'elle dit, c'est que Donald Trump, elle ne l'a jamais vu avec des victimes. Elle a dit qu'il était proche de Jeffrey Epstein, mais pas tant que ça, qu'ils étaient friendly, donc amicaux, mais pas si proches que ça. Et que, voilà, son père, par exemple, on parlait du père de Ghislaine Maxwell, connaissait Donald Trump parce que il était proche d'Ivana Trump, qui était tchécoslovaque comme lui, mais qu'il n'y avait pas vraiment de lien ni entre Donald Trump, ni vraiment Jeffrey Epstein, et que son père, Maxwell, ne connaissait pas Jeffrey Epstein. Mais c'est quelqu'un qui sait beaucoup de choses, parce que c'était vraiment la complice de Jeffrey Epstein. La plupart des victimes disent que c'est vraiment Ghislaine Maxwell là, qui les a attirés vers Jeffrey Epstein, qui leur proposait « Viens, tu vas trouver un travail, tu vas être très, très bien payé », et qu'elle était plutôt gentille, et qu'en fait, elle est aussi responsable que Jeffrey Epstein. Donc, elle doit savoir beaucoup de choses, c'est sûr. Alors, on va quitter cette affaire, mais qui fait beaucoup parler aux États-Unis pour parler... En 15 secondes, Sébastien, même pas. Pourquoi est-ce que Ghislaine Maxwell a été transférée dans cette prison à sécurité inférieure? C'est le genre de questions auxquelles on n'a toujours pas de réponse non plus. Ça sent pas bon, cette affaire-là. Et ça, c'est survenu... Comment on peut croire une femme comme elle? Pourquoi on croit une femme comme elle? Exactement. Bon. Puis son transfert, si je me rappelle bien, corrigez-moi, Raphaël, si je me trompe, mais est survenu après que Todd Blanche, l'avocat personnel de M. Trump à une époque, soit venu l'interroger. Donc, on se demande s'il n'y a pas eu des manœuvres politiques ou un échange... On se demande ou on devrait se le demander? D'accord. Catherine, parlez-moi de la paralysie budgétaire aux États-Unis. C'est fini. On a parlé du dilemme des républicains là, de voter avec les démocrates pour rendre public des dossiers Epstein. Ici, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est des démocrates qui ont voté avec des républicains pour mettre fin à la paralysie budgétaire, signé officiellement donc cette fin par le président Donald Trump. Pourquoi les démocrates ont pris le bord des républicains dans ce bras de fer politique? Bien, je pense que toute cette histoire a fait mal à Donald Trump, il faut le dire. Là. C'est évident parce qu'il y a eu des conséquences tellement incroyables. Le système aérien, l'aide
à la nourriture alimentaire, etc., etc. On en a parlé à l'émission. Mais écoutez, je pense qu'à un moment donné, il y a certains démocrates qui sentaient la pression, la chaleur de leurs électeurs et n'en pouvaient plus. Ils se sont dit, on va faire ce qu'il faut pour réouvrir le gouvernement sans que les républicains aient rencontré les demandes des démocrates. On réglera ça après. Hein? Alors, moi, je pense que c'est la pression, à un moment donné, qui a fait ça. Alors, c'est une victoire sur la tactique au Sénat pour Donald Trump. Et je pense que c'est une victoire aussi au Congrès. Le Speaker Johnson, qu'on voit à l'instant, ressort, je pense, plus fort. Hein? Ils n'ont pas cédé, en fait, et la résistance s'est un peu ramollie à un moment donné. Et puis, aussi... Chuck Schumer, le leader minoritaire au Sénat, il y a des gens qui le dépeignent avec un échec là, dans toute cette affaire-là. Alors, auprès de l'opinion publique, ça a fait mal, mais c'est une victoire tactique au Sénat et au Congrès pour Donald Trump, selon moi. Raphaël, on a l'impression que c'était un peu le jeu de la poule mouillée. C'était au premier qui allait cligner des yeux. Finalement, Donald Trump a gagné son pari, comme le dit Catherine. C'est une victoire politique pour lui, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est une victoire sur le fond, dans la mesure où il n'a pas cédé et il s'est probablement acheté une position davantage de force la prochaine fois où, par exemple, dans 2 mois et demi, grosso modo, là, à la fin janvier, on va arriver à un nouvel échéancier budgétaire et les démocrates vont être devant le nouveau choix ou le choix qu'on répète là, de est-ce qu'on vote avec les républicains pour permettre de continuer à financer les opérations du gouvernement ou non. Donc, il y a ça, sauf qu'en même temps, d'un point de vue électoral et politique, il en sort, comme Catherine le mentionnait, aussi affaibli. Son taux d'approbation, il a baissé depuis le début de la paralysie budgétaire et il est maintenant à son niveau le plus bas depuis le début de son mandat, 42 % en moyenne. Parce que Azeb, c'est lui qui est au gouvernement, c'est lui qui était responsable des banques alimentaires, du trafic aérien. C'est ça que les Américains peuvent lui reprocher dans cette paralysie, en terminant. Oui, mais ça reste quand même une victoire pour Donald Trump. Je suis d'accord avec Catherine et Raphaël parce que voilà, il a dit il ne faut jamais céder au chantage. Même Gavin Newsom a dit que c'était une capitulation des démocrates, que c'était presque une trahison. Et puis à la Chambre des représentants, il y a quand même 6 démocrates qui ont voté en faveur de ce projet de loi, de ce Big Beautiful Bill, alors que 2 républicains ont voté contre. Donc pour Donald Trump, évidemment, c'est... Et puis vous savez, à 2 semaines de l'action de grâce, les gens prennent l'avion, se déplacent partout. Il fallait vraiment que cette paralysie budgétaire s'arrête. Très bien. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Bonne fin de semaine à vous 3. Merci. Merci.